Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Alors cette semaine, dans la nouvelle rubrique, une question très intéressante a été posée et vous allez voir la manière dont je vais y répondre, elle est censée aller directement au plus profond des valeurs que je partage avec vous depuis des années et des années dans cette vidéo hebdomadaire, dans mon école de bourse LSL le spéculateur libre, dans mon académie crypto surfer. L'idée, pour la faire simple, c'est de ne surtout pas construire un trade sur une histoire, mais plutôt de créer une histoire basée sur un trade. C'est l'inverse. Deuxième chose, il ne faut surtout pas trader une action, une entreprise, une crypto. Il faut trader le comportement des investisseurs sur cette crypto, cette action, ou quelle que soit la classe d'asset. Je vais essayer de prendre le temps de vous expliquer tout ça dans cette nouvelle rubrique. Vous allez voir, j'espère que ça va faire sens pour vous. Parce que si vous me suivez depuis des années, là, la question qui a été posée c'est le grand piège dans lequel tout le monde vient s'engouffrer. C'est ce qui s'est passé pendant la crise Covid, j'en reparlerai. Et c'est ce qui risque de se passer là si les gens commencent à tourner leur esprit, à se poser des questions autour du scénario qui a été posé dans la nouvelle rubrique. Vous allez voir que vous allez faire des très 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 grosses bêtises. Donc écoutez bien dans cette nouvelle rubrique. Ma réponse, elle devrait vous aider ou en tout cas vous conforter dans la manière de laquelle vous devez voir et aborder les marchés financiers. Analyse du Bitcoin, donc cette semaine, petite semaine de baisse, on est toujours dans la logique d'un éventuel triangle chartiste, hop, comme ceci, qui serait en train de se former. Donc là, on est en train de former tout simplement le deuxième creux. Donc le deuxième creux, premier creux, deuxième creux. Lorsque ce deuxième creux sera formé, ça veut dire qu'on sera grosso modo aux 2/3 de la pattern. Il faut qu'ensuite, en principe, on stabilise un petit peu et ensuite qu'on ait le breakout. Donc on va passer davantage sur quelque chose comme ceci. Hop là. Donc là j'essaie de transformer toujours en direct avec vous les scénarios et l'image mentale que j'ai. Comme ça vous permet de voir l'évolution, comment est-ce qu'on s'adapte au marché en fonction de comment il fluctue tout simplement. Donc premier scénario, je vous rappelle qu'on est sur les ATH, c'est pour ça qu'on prend du temps, on a bien monté, on est sur les ATH. Donc premier scénario, c'est tout simplement cette magnifique petite consolidation là. Premier creux, deuxième creux, il va falloir qu'on valide ça d'ici le début du mois de juillet. On rebondit, on stabilise sur le haut du triangle ou sur le milieu du triangle et on break par le haut. Et là, on a l'accélération. Deuxième scénario pour le moment qu'on a, c'est tout simplement quelque chose qui se passe, on va dire, à plus, on va dire à moyen terme. Quelque chose... je ne sais pas trop comment dessiner ça parce que j'ai absolument aucune information. Mais voilà, en gros, ce serait une consolidation qui est un peu plus longue dans le temps. C'est ce que je vous répète depuis des mois et des mois, à savoir ce scénario numéro 1 n'amène pas un breakout ou un faux breakout. Du coup, on latéralise plus longtemps et le breakout vient un petit peu plus loin dans le temps. Donc voilà, ça c'est les deux scénarios que j'ai. Et puis bien entendu, si on venait à casser, on va dire, allez, je vais vous la tracer. Si on venait à casser par le bas cette zone de support, pour moi, ce serait le signal que toute la dynamique là, qui a été mise en place, on a un gros warning dessus et il vaut mieux sortir de ses positions en attendant de voir ce qui se passe. Après, je vous le cache pas, vous êtes au courant, quand je passe ça en mensuel, l'image mentale que j'ai pour moi, c'est à très long terme. Vous voyez, c'est ce nouveau bull market qui devrait durer entre 16 et 20 mois. On est censé être au début de ce bull market qui a commencé pendant le mois d'octobre 2023. On a monté, mais on n'est même pas censé être, on va dire, à la moitié de la hauteur. Donc on a encore pas mal d'amplitude à aller chercher. On a encore un bull market qui a pas mal on va dire, de temps devant lui. D'ici mai 2025, il peut se passer encore beaucoup de choses. Et mon image mentale, c'est tout simplement que ça a davantage être à la hausse qu'à la baisse. Mais après, voilà, on ne prédit pas l'avenir. On a juste un scénario privilégié. Et ce qui se passe, c'est que sur l'unité de temps inférieure, après, on ne fait que du suivi de tendance. Donc suivi de tendance, ça veut dire on prend position sur cette zone-là, voire sur cette zone-là. On suit la tendance, éventuellement on peut prendre des bénéfices quand on arrive sur une zone majeure, un ATH où
concrètement, après une accélération comme ça, c'est un peu logique qu'on ait une consolidation qui va durer longtemps et voilà, on a une zone d'incertitude. Et on attend, on attend, on attend. Si on casse vers le sud, on sort de ses positions. Si on casse vers le nord, soit on reprend position, on renforce ses positions, soit on reste en position. Mais voilà, la logique, c'est trend following, on suit la tendance de ce nouveau bull market. Et si au cours de ce nouveau bull market, il y a des accidents, donc des zones de turbulence, il vaut mieux sortir de position et réentrer qu'espérer quoi que ce soit. C'est un peu ça la bourse, hein, c'est ne surtout pas être ultra dogmatique et de se dire que ça ne peut que monter, que monter, que monter, parce que sur mon graphe, tout est propre, tout est bien organisé, et que dans le passé, ça a fait ci, ça a fait ça. Non, on n'en sait jamais rien. C'est la différence entre le boursicoteur et le spéculateur. Le spéculateur, il surfe une vague. Quand il n'y a plus de vague, il n'y a plus d'énergie, bah, il sort, il va aller en chercher une autre. Et le boursicoteur, bah, il s'échoue sur le bord de la plage en ne comprenant pas ce qui lui arrive. Donc voilà, soyez plutôt un surfeur qu'un boursicoteur. Allez, maintenant, je fais un petit point sur les terres. Alors, je vais essayer de redessiner tout ça. Je sais pas si ça vaut encore le coup. Allez, je vais essayer de redessiner ça un petit peu comme ceci pour que ce soit un peu plus clair. Voilà. Donc là, pour la logique de l'Ethereum, c'est exactement la même que sur le Bitcoin. On a fait un premier creux. On est en train de tracer le deuxième creux ici. Donc vous voyez, on a une petite semaine de baisse ou de stabilisation qui valide ce niveau de support. La semaine précédente, je vous avais expliqué que quand on a une mèche basse qui est revenue monter très haute comme ça, c'est que potentiellement on a une zone de support, donc ce serait le deuxième creux ici. Cette semaine, à nouveau, vous voyez, hein, on a tapé pile poil sur cette zone de support ici. Hein. Donc on a un support qui est en train de se mettre en place et ce serait le deuxième creux de la pattern. Donc on serait en train d'arriver, on va dire, aux 2/3 de la pattern. Donc là, l'idée, c'est que on rebondit, on travaille le pivot, on contracte à nouveau la volatilité et ensuite on break vers le nord. Donc ça, c'est le scénario numéro 1. Scénario numéro 2, on n'y arrive pas, on prend un peu plus de temps, exactement comme sur le Bitcoin, et on va casser un petit peu plus loin les ATH. Je vous rappelle que l'image à très long terme sur l'Ether, c'est cet énorme biseau en pointillé. Donc vous voyez que là, tout comme sur le Bitcoin, on est censé être au début ou en tout cas à moins du milieu et on a encore beaucoup de potentiel en termes d'amplitude et de temps sur cette crypto. Donc voilà, affaire à suivre, mais là l'idée hein, c'est tout simplement de finaliser hein, cette petite consolidation qui pourrait être une tasse avec une anse potentielle ou un triangle chartiste. On verra exactement à quoi ça ressemble quand on aura le breakout, s'il a lieu. Et puis si le breakout échoue, eh bien tout simplement, si le breakout échoue, on aura une deuxième pattern un peu plus longue dans le temps. Alors vous le savez, il y a une nouvelle rubrique, hein. Chaque semaine j'essaie de traiter une question qui a été posée ou qui est posée là, vous pouvez poser vos questions dans la zone de commentaires et j'en traite une par semaine. La semaine dernière j'avais fait un cas pratique hein, sur le suivi de l'action QXO. Je crois que la semaine d'avant j'avais répondu sur les robots de trading à Nicolas. Donc là tout simplement... donc là, tout simplement, alors j'ai pas le nom de la personne parce qu'en fait la team m'a transmis directement les questions, mais je vais répondre à cette question en bleu. Merci pour cette nouvelle section. Cela sera intéressant d'interagir avec des questions qui seront traitées dans les vidéos. Voici ma question. Quel est ton avis sur la potentielle crise à venir lorsque la Fed aura fait son pivot en effectuant sa baisse des taux qui est prévue selon les datas pour novembre 2024. Historiquement, le pivot de la Fed entraîne une crise dans les mois après le pivot. Donc cela remettrait en cause ta théorie de marché haussier sur le SP500 en 2025 selon moi. Intéressant d'avoir ton avis là-dessus. Merci Cédric et à samedi prochain. Alors, mon avis, il est simple. Je n'en sais rien. Et d'ailleurs, même si on me donnait la réponse, je ne voudrais pas du tout l'entendre. C'est-à-dire que là, peut-être que ça va arriver, peut-être qu'il va y avoir un pivot des taux et vraiment le nombre de fois, regardez les statistiques sur les économistes, sur leurs prévisions d'abaissement ou de relèvement des taux, c'est hallucinant, c'est du 50-50, on lance une pièce, pile ou face.
Il y en a pas un qui est capable dans le temps de prédire ou de prévoir quoi que ce soit. Donc s'il y a des comportements ou des logiques historiques qui ont été notés, ça ne veut absolument pas dire que la prochaine fois, c'est ce qui va se passer. Deuxième chose, quand on commence à être dogmatique sur ah bah si ça s'est passé comme ça dans le passé, ça va forcément se passer comme ça dans le futur, on commence à se couper littéralement de la psychologie des foules, on commence à croire dans un storytelling, dans une voilà, dans une histoire, dans une image mentale sur laquelle on n'est pas souple, on ne peut pas très rapidement changer d'avis. Et ça, c'est vraiment, ça vient directement de notre éducation. Je veux dire, on a des principes, on a inculqué des principes de cohérence. Si on dit A, on n'a plus le droit de dire B. Si on est boucher, on n'a pas le droit d'être boulanger, où c'est très très mal vu, notamment dans la société occidentale. En France, on vous met une casquette, on vous met une étiquette, c'est fini le reste de votre vie, hein. Vous n'avez pas le droit d'être acteur, entrepreneur, musicien, trader. Non, non, vous êtes une chose et c'est tout. Là, le gros avantage, c'est que quand on trade non pas un actif, mais on va dire la psychologie des foules. Parce qu'en réalité, si vous me suivez depuis longtemps, vous comprenez que je n'ai absolument aucune relation personnelle avec les actifs ou les actions que je sélectionne. Je ne traite pas, entre guillemets, une société. Je surfe une psychologie d'investisseur. Quand il y a une psychologie d'investisseur qui devient très haussière sur un actif plutôt qu'un autre, je vais aller trader cette psychologie d'investisseur, cette psychologie des foules. Je ne traite pas l'actif, je traite la psychologie qu'il y a sur l'actif. C'est extrêmement différent. D'ailleurs, c'est là où est toute la différence. C'est que là, je ne vais pas trader le pivot de la baisse des taux ou de la hausse des taux et faire des anticipations là-dessus. Je vais juste trader ce qui se passe sur les marchés et éventuellement, je vais en tirer un storytelling. Mais à aucun moment, ce storytelling, je vais y attacher de l'importance. Ça va juste être quelque chose qui va créer une cohésion dans mon image mentale, mais voilà, rien de plus. Donc cette question est, de mon point de vue, vitale, parce que quand on commence à faire de la spéculation et investir en bourse, c'est le genre de question qu'on ne doit pas se poser pour prendre des décisions. C'est, on va dire, une question dont la réponse peut être trouvée en deuxième partie, c'est-à-dire pour, comme je l'ai dit juste avant, construire la narrative, construire l'histoire associée à notre image mentale, voilà, petite histoire, ça nous permet quand on nous pose la question à droite ou à gauche des gens qui ne comprennent pas du tout ce qu'on fait, et ben on leur sort la petite histoire et comme ça ils comprennent un petit peu mieux. Ah ok, tu es en train d'anticiper la baisse des taux en suivant la tendance, mais en vrai on n'anticipe rien du tout. On a des tendances sur les pays développés qui sont en train d'être lancé, on est en début de bull market, c'est haussier. Si le bull market s'inverse pour une raison, parce qu'on a un nouveau virus, une guerre nucléaire, et que ça se retourne, eh bien tant pis, on sortira de nos positions. Si la guerre nucléaire booste les indices parce que tout le monde se met chaque pays se met à produire des choses dont on n'avait pas du tout anticipé l'existence et que les économies repartent pour reconstruire ou je ne sais quoi, eh bien on reste acheteur ou on se remet très rapidement acheteur, hein. Ce qui s'est passé pendant la crise Covid a été un traumatisme très très important pour les gens qui créent leur scénario de bourse basé sur un storytelling. Je veux dire, la crise Covid, jamais j'ai vu autant d'influenceurs, de vidéos YouTube, d'économistes, de tout ce que vous voulez, vous dire, bon bah ça y est, grosso modo, les bourses vont perdre moins 90% de leur valeur parce que l'économie mondiale est à l'arrêt total. Si vous regardez toutes les vidéos que j'ai publiées pendant la crise Covid, je n'ai pas cessé de répéter, on est toujours dans un marché haussier avec une situation de range, avec énormément de volatilité. Je crois que pendant une semaine, on a eu sur un indice développé un signal qui était invalidé la semaine d'après, un signal de baisse, mais c'est tout. À aucun moment on a eu des signaux baissiers sur tous les indices développés, comme quand on partait dans un marché baissier. Et si j'avais été dans cette logique de me dire bah là l'économie mondiale est à l'arrêt, il n'y a plus personne qui consomme, tout le monde a enfermé, etc., j'aurais, bah oui, bien entendu, j'aurais dit comme tout le monde, marché baissier, marché baissier, marché baissier. Ben non. C'est pour ça d'ailleurs vous regardez cette vidéo YouTube, c'est parce que ça vous permet de sortir, hein,
toute cette croyance, de tout ce que les médias essayent de nous rentrer dans le cerveau pour on se focalise juste sur la psychologie des foules et on trade non pas l'actif, mais la psychologie qu'il y a sur cet actif. Hier, j'ai fait un golf, j'ai été pair avec j'étais en duo avec quelqu'un que je ne connaissais pas et qui me disait je ne comprends pas comment tu fais pour sélectionner tes actifs parce que je sélectionne des bonnes actions, elles ont des bons fondamentaux, il y a une très très bonne, voilà, elles ont des beaux produits, c'est en croissance et je me prends que des gadins. Et je lui ai expliqué, mais moi je fais pas ça, je, je sélectionne des psychologies de foule sur les actions. Donc c'est pas moi qui vais définir quelle action je vais acheter, c'est les investisseurs qui sont outrement haussiers, qui choisissent l'action, qui montrent par leur comportement qu'ils ont vraiment faim sur l'action. Et moi, je vais aller trader cette action, non pas parce que l'action m'intéresse, mais parce que le comportement des investisseurs sur cette action m'intéresse. Donc je ne trade pas l'action, je trade les investisseurs. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être un petit peu déroutant. On ne traite pas une action, on ne traite pas le Bitcoin, on ne traite pas l'or, on traite un comportement, une psychologie sur la classe d'actifs en question. Donc voilà, pour répondre à ta question, je n'ai absolument aucune idée, et même si j'en avais une, je préfère ne pas la partager pour pas que ça vienne, entre guillemets, vous perturber. L'idée, c'est d'abord de rester sur la psychologie des foules, l'image mentale la plus probable. Si on change de comportement sur la psychologie des foules, on peut voir l'histoire se décliner semaine après semaine en direct, et c'est ça toute la beauté de cette émission hebdo. Et éventuellement, on peut venir y coller des petites histoires, du storytelling, une narrative, mais en aucun cas on part d'une narrative et on essaie à partir de cette narrative de dire sur le graphique, là ça va forcément se retourner à cet endroit là parce que à un mois du pivot de la baisse des taux, historiquement ça s'est retourné. Non, au mieux on peut dire on pourrait avoir une éventuelle consolidation à ce niveau là, mais c'est tout. Donc voilà. Analyse de l'or coté contre le dollar américain. Donc à nouveau une petite semaine ici de stabilisation. La semaine précédente on avait une légère semaine de hausse, ce qui nous permet d'éventuellement définir un support à ce niveau-là, ce qui nous permettrait d'anticiper le double creux suivi d'un nouveau travail de la zone de pivot avec une volatilité qui se réduit et ensuite une volatilité qui explose si on a un break à la hausse de ce pivot. Donc on est toujours dans la logique du nouveau bull market sur l'or. Je vous rappelle l'image à très long terme depuis 2006. Oui, on a ce bull market là. Ensuite, on a eu un marché baissier ou un marché de consolidation. On est reparti dans une logique de bull market en juin 2019. On a stabilisé pendant énormément de temps quand même depuis août 2020 jusqu'à mars 2024. Donc 4 années de stabilisation et là on est en train de relancer l'histoire. Donc vous voyez, on est juste au début. Donc je fais le zoom et là on est sur la première marche d'escalier du début de ce nouveau bull market. Donc voilà, rien n'a changé sur l'or. Leur côté en dollars, leur côté en euros, l'image est exactement la même. On a une petite consolidation qui prend pour le coup là la forme d'un petit drapeau. Alors est-ce que ça va être comme ça ou pas? Peu importe, l'idée c'est de voir comment se comportent les prix au cours des prochaines semaines par rapport au pivot. Et une fois qu'on aura la cassure, et bien là on aura un signal que la tendance est mûre pour redémarrer et aller sur des nouveaux cieux. Sur le silver maintenant, on a bien travaillé, voilà, on est venu chercher la semaine précédente la zone de support, donc on avait vraiment une convergence quand on regarde ça. Donc on a cette magnifique base, extraction, et ensuite on a la vitesse qui est définie, donc la vitesse, l'optimisme des foules, est-ce qu'il est comme ça, ou comme ça, et ça tiendra jamais dans le temps. Là pour le moment, on a défini une vitesse qui est tenable dans le temps, en pointillé, donc c'est le petit canal. On est venu chercher le bas du canal. On avait aussi cette zone de résistance qui est devenue support, on est venu la chercher, donc on a une zone de convergence ici, et là actuellement cette semaine on est à nouveau sur cette zone de support. Donc voilà, moi l'image mentale que j'ai, c'est tout simplement une continuation à court, moyen, long terme de la hausse sur le silver. Je vous rappelle, en mensuel, à très long terme, le silver s'est dégagé d'un
cette pattern là, une espèce de tasse avec une anse ou un triangle, peu importe le nom que vous lui donnerez. L'idée c'est qu'on a cassé ici le support et que là on est en train de lancer une nouvelle grande tendance d'un bull market sur les métaux précieux tout simplement. Analyse du SP500 avec une nouvelle semaine de hausse, donc ça fait 1, 2, 3, 4 semaines qu'on est en hausse depuis le pivot, donc on a eu cette rupture, test du pivot, et ensuite, eh bien, dans la logique de la psychologie des foules, qui est ce canal en très plein, on a activé la 4e vitesse et on se dirige vers cet objectif, donc absolument rien de neuf à l'horizon, je vous rappelle qu'on est passé d'un momentum avec ce canal en pointillé, on a accéléré, on sort de ce canal en pointillé, et on est censé aller avec une vitesse supérieure, avec un optimisme supérieur vers cet objectif qui est constitué par en mensuel, je vous rappelle, cette tasse et cette anse, on reporte tout simplement avec la règle du balançoire chartiste, la hauteur de cette tasse et anse, on la reporte à partir du pivot, ça nous donne un premier objectif chartiste et bien entendu les objectifs de fin de bull market en temps et en durée sont voilà, dans cette ellipse verte. En ce qui concerne le Dow Jones, ça faisait longtemps que j'en avais pas parlé, donc le Dow Jones je vais vous le passer en hebdomadaire, donc là on a une semaine de hausse. Vous voyez que cette semaine de hausse, elle vient ponctuer un creux sur lequel on a eu quand même, là, ici, une très belle mèche basse. On en a eu une deuxième ici, puis une troisième la semaine passée. Donc ça met en avant tout simplement ces mèches basses, qu'il y a beaucoup d'acheteurs ici et qu'on est sur une zone de support. Donc là, vous le voyez, on a un magnifique triangle chartiste avec deux creux qui ont été construits, qui ont été constitués. Donc le premier, le deuxième. Là, on est en train d'effectuer le petit rebond à partir du deuxième creux. Ça veut dire que la volatilité, on le voit, elle est en train de se réduire et qu'on est face à une consolidation qui est, on va dire, sur les 2/3 achevés. On a eu les deux creux. Maintenant, c'est le break de volatilité qui compte. Il va falloir que, on travaille ce petit pivot et qu'ensuite on vienne le casser pour obtenir une potentielle zone d'accélération dans la logique du marché haussier. Je vous rappelle qu'en mensuel, tout comme sur le SP500 et sur le Nasdaq, on a breaké une magnifique pattern de stabilisation, une marche d'escalier qui a stabilisé depuis l'année 2022. On l'a breaké ici en novembre 2023 et que là on est lancé dans un nouveau bull market et qu'on a encore beaucoup de potentiel. On est simplement juste au début, depuis la cassure, là on est juste en train de stabiliser ce magnifique break. Et enfin sur le Nasdaq, je vous passe ça en semaine, en hebdomadaire. Donc là, pareil, semaine de hausse, mais en réalité, on est allé chercher un petit peu au-dessus et on est venu stabiliser à peu près là où on avait ouvert. Donc la semaine précédente ayant été une très très belle semaine de hausse, je pense que c'est un petit peu normal qu'on stabilise. Mais la dynamique est toujours celle, du canal en très plein. Donc le canal en pointillé qui était la vitesse d'avant, on est passé à la vitesse supérieure dans la logique de cette cassure ici qui a eu lieu à la semaine du 13 mai et on est censé se diriger vers le haut de ce canal en très plein. Donc voilà, sur les États-Unis, pays développés, on est dans une dynamique où à court, moyen et long terme, on est haussier. Bien entendu, sur le DAX à moyen terme, pas sur le DAX, sur le Dow Jones à moyen terme, là ici, on est davantage dans une console, dans une latéralisation, mais à long terme, boum, marché haussier. Et à très court terme, on est dans une hausse qui devrait nous permettre d'atteindre le haut de ce petit triangle. On va aller voir maintenant ce qui se passe du côté du marché européen. Donc le DAX enregistre une petite semaine de pause suite à la semaine passée qui était une semaine d'effondrement sur le marché français. Donc le marché allemand a un petit peu suivi mais pas de grand chose. Donc vous voyez qu'on grosso modo on a un petit triangle. Ça c'est un petit triangle charté. Je ne sais pas exactement si on va aller chercher là. Ici, la zone basse ici, ou si on va rester sur les niveaux actuels. En tout cas, l'image mentale que j'ai, c'est qu'on est en train de consolider tranquillement. On est en train de faire une petite latéralisation estivale au sein d'un magnifique canal.
Vous le voyez, hein, ce canal en pointillé, c'est la dynamique, hein, c'est le momentum qui a été lancé hein, depuis voilà, hein, le nouveau bull market des pays développés. Donc pour le moment sur le DAX, il n'y a absolument aucun signaux de marché baissier. Je sais que là, avec ce qui s'est passé en France la semaine dernière, tout le monde est en train de titrer, voilà, c'est la faillite, c'est la fin du système. On va dire économique en France, du coup les bourses françaises vont s'effondrer. Bon, faut savoir quand même que dans le CAC 40, il y a beaucoup de boîtes qui sont cotées en France mais qui sont des multinationales. Donc voilà, la psychologie des foules, elle est ce qu'elle est. Mais derrière, il y a quand même des... pour ceux qui aiment les fondamentaux, c'est pas vraiment justifié à 100% ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc on va aller voir d'ailleurs ce qui s'est passé sur le CAC 40 cette semaine. Donc petite semaine de stabilisation. On a littéralement recouvré quasiment la moitié de la baisse. Donc là, on avait une baisse de l'ordre de... Voilà, de moins 6% la semaine précédente. Et là, cette semaine, on a une hausse de l'ordre de voilà, plus 1,80%. Donc on a recouvert un petit peu cet état de panique. On est toujours dans une logique de correction sur le CAC 40. Hein. Je pense que le scénario privilégié est un biseau descendant. Donc là, on devra encore avoir un tout petit peu de potentiel à la baisse, mais la logique c'est celle-ci. C'est maintenant où est-ce que les pivots, enfin où le support est trouvé et quel pivot on va utiliser. Donc là, je vous ai mis ça. Mais ce pivot n'est pas encore confirmé. Hein. Un pivot, pour qu'il soit confirmé, il faut qu'il vienne taper au moins 2 ou 3 fois. Il faut que les cours viennent le chatouiller 2 ou 3 fois. Pour le moment, on a juste eu une zone ici. Mais on n'a pas du tout eu cette deuxième zone, ni éventuellement cette troisième zone. Donc c'est ça qu'on va vraiment surveiller au cours des prochaines semaines sur le CAC 40. Si on regarde à plus long terme, on est tout simplement dans un magnifique marché haussier. Et à chaque fois qu'il y a des zones de turbulence, c'est parce qu'il se passe il y a des news voilà, qui sont plus ou moins impactantes. Là, celle-ci a été assez impactante à court terme, mais dans la logique d'un marché haussier, voilà, les mauvaises news sont toujours absorbées de manière générale assez rapidement par le marché et le bull market reprend très vite sa place. Donc je vous rappelle que si vous avez l'envie de me poser une question, ça se passe en zone de commentaires. Donc toutes les questions sont du coup listées sur une feuille Word et chaque semaine j'en sélectionne une pour la traiter. Donc je prends entre 5 et 10 minutes. Si j'ai matière, je vais carrément aller sur des cas pratiques. Donc n'hésitez pas en zone de commentaires à poser votre question. En principe, j'y répondrai si c'est pas la semaine prochaine, dans les semaines qui suivent. Et deuxième chose, si vous voulez être alerté de ce qui va se passer pendant l'été en privé dans ma communauté, je vous ai mis le lien en description de ma mailing list. Vous pouvez la rejoindre afin d'être tout simplement dans la boucle de mes communications privées pendant l'été.